c'est vrai que finalement mon intérêt sur les armes a d'abord été précédé évidemment sur le plan professionnel par un intérêt pour l'iconographie et pour les représentations et notamment ici dans la région donc les sculptures et les peintures romanes puisque ce sont souvent les premières documentations que nous avons sur cet armement des 11e et 12e siècles. Il y a très peu d'objets archéologiques, ils sont absolument rarissimes. Et donc le domaine de l'image est un domaine qui amène vers cette archéologie militaire, puisque faute d'autres informations, on est obligé de regarder les peintures, les manuscrits, les sculptures. Et j'ai pas mal fréquenté les sculptures romanes de Charente et les représentations de guerriers que l'on voit la galoper sur les façades d'Angoulême par exemple. Pour comprendre ces équipements guerriers. Comme j'ai pas mal fréquenté la tapisserie de Bayeux et d'autres grandes représentations romanes pour comprendre l'équipement de ces soldats. Alors il y a des textes, ils sont malheureusement très peu précis, c'est-à-dire qu'on a évidemment une présence des armes dans les chansons de gestes qui est assez important, avec un vocabulaire souvent très spécialisé, qui est souvent d'ailleurs assez difficile à décrypter aujourd'hui, notamment un vocabulaire qui est très axé sur le décor de ces armes. Parce que les auteurs de chansons de gestes sont très dithyrambiques sur l'éclat de ces objets. Donc on parle de couleurs, on parle de lumière, on parle de matériaux précieux dans lesquels sont réalisées ces armes. Et évidemment, la préciosité de leur équipement est à la hauteur de leur vertu et à la fois de leur opulence et de leur qualité militaire. Et finalement, les textes nous parlent plus finalement de l'extérieur de ces objets que de leur fonction ou que de leur efficacité militaire en tant que telle. Donc on parle de ces écailles de métal qui sont bleuies ou dorées, qui vont rehausser l'éclat du guerrier, mais finalement les questions très ergonomiques sur le poids d'une armure, sur son utilisation, sur sa comment dirais-je, sa plus ou moins grande rareté dans le milieu militaire de l'époque, là on n'a pas beaucoup d'informations, puisque les chansons de gestes nous parlent en fait des combattants privilégiés, et pas du simple soldat que l'on traîne à la suite de son seigneur pour aller attaquer le voisin. Il est certain que le domaine de l'équipement, et particulièrement de l'équipement militaire, est toujours un domaine à sacrifier. D'une part parce qu'on donne à l'époque médiévale souvent des uniformes, ce qui est pas le cas, ça permet de faciliter la production, et aussi de faciliter le regard du spectateur en lui permettant de reconnaître les différents partis en présence. C'est complètement contraire à la logique médiévale. Et alors ne parlons pas des anachronismes ou alors des illogismes flagrants, mais que le cinéma aime beaucoup. Par exemple, le héros, quand il va tomber devant un parti d'adversaires, il va descendre de son cheval et jeter son casque. Voilà, ça c'est radical. Quelle que soit la période de l'épisode, on descend de son cheval alors que le cavalier a quand même un avantage tactique quand il est au milieu d'une bande de piétons, c'est son cheval, mais non, il descend de cheval et il enlève son casque. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui me font bondir. Normalement, une armure est faite sur mesure, elle colle au corps et en fait, on l'entend pas. C'est-à-dire que ce sont ces tenues guerrières de l'époque médiévale, ce sont des tenues de sport, en fait. Donc elles épousent très étroitement le corps du guerrier, qui est un sportif de haut niveau en réalité, et rien à voir avec ce matériel brinque-ballant, évidemment, que l'on entend et que l'on voit au cinéma. En général, en plus, ce sont des tenues qui sont trop petites ou trop grandes. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Bon, voilà. Non, mais je suis très mauvais public dans la mesure où, évidemment, j'ai la chance de fréquenter des objets authentiques et la comparaison entre ce que créent les décorateurs de cinéma et la réalité matérielle de ces objets est quand même très éloignée. Et surtout, c'est vrai que pour le problème d'Azincourt, c'est c'est toujours une bataille où on cherche à opposer la chevalerie française, qui est forcément à cheval, contre les petits archers anglais, évidemment soudés autour de leur souverain, etc. En réalité, la bataille d'Azincourt, les Français ont chargé à pied. On piétinait dans la boue, bêtement, mais à pied. Les transcriptions, de toute façon, cinématographiques de cette bataille ne rendent pas du tout compte de ce qui a été un véritable massacre, parce qu'il faut dire que ça a été un véritable massacre, en sachant que les archers anglais, il y avait à peu près 6000 archers du côté anglais, et un archer peut décocher 10 flèches à la minute. Ce qui veut dire qu'en fait, en une minute, les Français se sont pris 60 000 flèches. C'est absolument impossible à rendre au cinéma, cette puissance de frappe de l'armée anglaise et cette tactique de l'armée anglaise qui, évidemment, clouait littéralement au sol ses adversaires.
toujours un imaginaire effectivement médiéval qui continue à sous-tendre. C'est aussi une sorte de patrimoine commun de l'Europe finalement. C'est-à-dire que les sources étant assez réduites, en fait, ça je m'en suis rendu compte en échangeant avec des collègues étrangers, on a tous les mêmes références, c'est-à-dire qu'on a tous en référence les mêmes images, les mêmes textes, les mêmes descriptions finalement qui sont assez réduites sur la tactique, sur l'équipement, sur le mouvement des troupes, etc. Et finalement, on a vraiment le sentiment d'avoir un socle comme ça commun qu'on partage dans tous les pays d'Europe et auquel tout le monde a puisé. Il y avait certainement des particularismes locaux, des particularismes régionaux en fait, certainement. Mais aujourd'hui, évidemment, le peu de sources dont nous disposons finalement est partagé par l'ensemble de la communauté. Et d'où le caractère, je pense, assez vivant encore de cet imaginaire médiéval que tout le monde partage. En réalité, les batailles étaient tout sauf épiques, c'est-à-dire que c'était des petits corps de troupes assez limités et dont le rayon d'action était assez limité également. On était plus dans des opérations de chevauchée plus ou moins violentes. Et puis les capitaines de l'époque, ils sont économes dans leurs troupes parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Donc pas grand-chose à voir avec les énormes déploiements de combattants retouchés à la palette graphique que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Bah, c'est aussi un reflet de la stratification sociale de la guerre. C'est-à-dire que à l'époque médiévale, c'est d'abord de la guerre entre gentilshommes qui appliquent entre eux un code d'honneur, entre guillemets, et une certaine fraternité de classe ou de caste. Mais par contre, évidemment, les petits qui marchent sous leurs ordres, eux, ils ne sont pas compris dans ce code de l'honneur. C'est-à-dire que, en général, les piétons, soit ils trouvent moyen de ficher le camp du champ de bataille avant que ça tourne mal, et de toute façon, ils ne font pas partie de ceux que l'on va épargner. Il n'y a pas de prisonniers de guerre à l'époque médiévale. Il y a les grands seigneurs que l'on a capturés et que l'on va garder en échange d'une rançon. Par contre, ceux qui ne sont pas rançonnables, en fait, n'ont aucun intérêt. Donc, soit on les laisse partir, parce qu'il y a aussi beaucoup de redditions qui se font à l'amiable, soit tout simplement on s'en débarrasse. Donc, voilà, il y a aussi... la guerre n'est pas vécue de la même façon selon la catégorie socioculturelle à laquelle on appartient.